qui va être faite par Philippe Cabarrot, qui est à Toulouse actuellement. Je ne sais pas si on le voit. Philippe Cabarrot est gastroentérologue en exercice privé, gastroentérologue interventionnel. Bonjour Philippe. Il est également responsable à la HAS dans le service de Madame May. Certains s'en souviennent sans doute, il a énormément travaillé à l'époque, je dirais, à l'introduction et à la défense de la checklist, dont on voit aujourd'hui tout l'intérêt, et travaille actuellement sur le retour d'informations et d'expériences des informations qu'on a pu avoir via les organismes d'accréditation. Je ne sais pas si j'ai bien résumé les choses, mais cela peut ouvrir sur une forme de recertification, en tout cas une discussion autour de cet aspect. Philippe, tu as la parole. Après la formation, pour l'interrogation, le maintien des compétences. 10 minutes. Bien, bonjour à tous. Merci Pascal, puisqu'entre Toulousains, en plus on a fait notre internat ensemble. Je te remercie ainsi que Philippe Marre d'avoir donné l'occasion de participer à cette séance très intéressante. Et je vous prie de m'excuser, bien sûr, de ne pas avoir pu être présent avec vous, ce que j'aurais préféré de loin, mais des contraintes personnelles m'ont empêché. Donc j'essaye de partager mon écran. Je n'ai pas l'habitude de Zoom, on utilise toujours… Ah non, ça c'est le Maintenance of Certification de 1936 aux États-Unis, mais ce n'est pas ça que je vais vous montrer. Voilà. Vous me dites si vous voyez. Voilà, c'est parfait. Merci. Et si la connexion n'est pas bonne ou autre, vous n'hésitez pas à intervenir. Donc, je passe en dernier. Dans le Tour de France, c'est la voiture balai qui ramasse plutôt les coureurs les plus déficients, tandis que là, je passe après un aréopage d'experts et je vais nourrir ma présentation d'un certain nombre d'éléments qui ont été apportés précédemment. Je vais le faire sous un angle différent. Bon, on partage tous la conviction, la même vision de notre métier, qui est une passion, peut-être plus qu'un métier. C'est peut-être pour ça qu'on ne parle pas souvent de retraite dans nos milieux, quoique. Et j'en profite donc cet angle différent pour citer celui qui a été avec Pascal Richman, notre doyen, et qui a été appelé un doyen des doyens. Donc c'était une formule qui disait quand les médecins étaient ignorants, ils étaient sacrés. Quand ils sont devenus savants, ils étaient respectés. Maintenant qu'ils sont devenus efficaces, ils sont suspectés. Et c'est un peu cet angle d'attaque que je vais vous proposer, sachant rapidement que pendant 2500 ans, les médecins, dans cette période romantique, ont été dotés d'un métier particulièrement noble. Ils étaient dépositaires d'un savoir qu'ils consentaient à partager avec leurs patients. Voilà, depuis 50 ans, on est un petit peu plus mis sous l'angle d'une responsabilité, de non-pertinence, de déficit financier, d'accidents médicaux. Et cette phase a été prise en charge par des régulateurs avec mise en place de contrôle, d'audit, de budget resserré. Voilà. Donc, mon objet de partager avec vous, et je serais très intéressé de connaître l'avis de l'Académie de chirurgie, c'est de cette période de maturité qui s'ouvre devant nous pour tirer un petit peu la synthèse de ces deux périodes. Alors, j'avais eu l'occasion de travailler avec Olivier Farge qui s'en souvient certainement, sur un sujet de la pertinence des cholécystectomies, et on était extrêmement d'accord sur beaucoup de points. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec un élément qu'il a dit en disant qu'il n'avait pas à sa connaissance de catastrophes chirurgicales. Eh bien, si, c'est même pour ça qu'il y a à l'heure actuelle de plus en plus une demande explicite et légitime des patients, des gestionnaires de système de santé, de la société en général, parce que malheureusement, pour prendre deux exemples, les erreurs médicales aux États-Unis, dans le premier document, étaient responsables, et pour faire le lien avec l'aéronautique, un 777, un Boeing 777, on va dire un 380, puisqu'on est à Toulouse, qui va au tapis tous les 2 jours. C'est le nombre d'accidents médicaux aux États-Unis. Et dans la deuxième, plus récente, c'est un qui va au tapis tous les jours. Donc il y a quand même un vrai sujet. Et d'ailleurs, les erreurs médicales maintenant apparaissent au 3e rang des causes de décès aux États-Unis. Voilà, donc une des réponses qui a été apportée, qui est en voie d'être apportée dans la plupart des pays de l'OCDE, c'est une certification, recertification, maintenance des compétences. Tous les pays s'y sont mis.
temps imparti pour cet exposé. Bien sûr, je ne vais pas détailler. Vous voyez que c'est tous nourri d'éléments cognitifs, de formation, de ce qu'on appelle maintenant le DPC, mais également quelques outils comme l'audit, l'intervention dans un certain nombre de cas de pairs. Voilà. Je parlerai un petit peu plus du modèle. J'en ai mis le modèle, puisqu'aux États-Unis, ils font ça depuis plus de 100 ans, notamment pour les ophtalmos, même s'ils sont vraiment rentrés dans le dur en 1936, avec un premier examen de certification, c'est ce qui s'est affiché en premier sur mon écran, qui était très étonnant parce qu'à des médecins qui ont fait thésée, qui exercent bien son année, ils leur demandaient des questions pratiquement d'étudiants. Ils leur demandaient quel est le test, les techniques, le test, les limites du test de Wassermann, ou de décrire, pour référence à l'anatomie, les côtes cervicales, de quelle pathologie ils peuvent être responsables. Donc, on retrouve un petit peu ce que disait Patrick Baquet. Voilà. Donc, c'était en 1936, et puis donc 70 ans sont écoulés jusqu'en 2014, où ils ont introduit des nouveautés pédagogiques, QCM, etc., des nouveautés également plus de périodicité. Voilà. Il est étonnant de voir que les Américains n'ont introduit des choses concernant l'amélioration des pratiques, finalement le fond du sujet, puisque notre ami de l'aéronautique nous disait qu'il était important de ne pas faire de dommages, et puis que le reste, on l'apprenait ensuite. Mais ça s'est introduit finalement qu'en 2006, cette amélioration des pratiques. Je rappelle que la Haute Autorité de Santé, l'amélioration des pratiques, c'est en 2005. Voilà, et ils se sont rendus compte qu'en fait, ils ont introduit la simulation, bien évidemment, en 2009, et ils se sont rendus compte que leur périodicité de 7 ans, et que les médecins qui faisaient ça aux États-Unis, ce n'est pas obligatoire, dans certaines spécialités, ben, ils attendent la 6e année pour s'y mettre. Pendant 5 ans, ils ne faisaient rien. Donc, devant ces constats, et d'autres, parce que ce système de certification américain est considéré par les Américains eux-mêmes comme très, très lourd à réaliser. Les gars sont presque obligés de s'arrêter un mois avant de passer l'examen pour réviser. À l'époque, tout au moins, c'est coûteux, c'est souvent très théorique, sans vraiment réelle pertinence avec l'exercice au quotidien. Voilà. Et puis d'autre part, force est de constater que dans la littérature, l'impact de la certification n'a jamais été indubitablement prouvé. Donc, ils ont, vous voyez, exclu leur MOC, qui veut dire Maintenance of Certification, et maintenant ils ont dit ils vont se lancer dans un Continuous Certification avec 6 composantes. Alors, dans professionnalisme, ils tiennent beaucoup, c'est une espèce de fourre-tout où nous, on parle de valeurs professionnelles, de contact avec les patients, de discipline dans technique, enfin, un certain nombre de choses que vous avez les uns et les autres tous dit. Après, il y a d'autres éléments, des éléments cognitifs habituels, des éléments d'amélioration de la pratique et de la sécurité des patients qu'ils ont enfin introduits. Vous voyez quand même qu'ils vont commencer, eux, le 1er janvier 2024. Ayant commencé en 1908. En France, le chemin est déjà long sur le sujet, puisqu'au départ, bon, la formation est une obligation déontologique, n'oublions pas, on trouve les premières traces de FMC, on appelait ça aussi des EPU, dans les années 50, ça a été rendu obligatoire en 1996. Bon, ça n'a pas changé considérablement les choses. L'HAS, donc, c'est pour Pascal, c'est surtout de ça dont je me suis occupé à la Haute Autorité de Santé depuis 20 ans, d'évaluation des pratiques professionnelles, en compagnie du professeur Jean-Michel Chabot, dont je pense un certain nombre connaissent au moins le nom, si ce n'est la personne. Et on a vraiment travaillé sur cette EPP, sur d'autant qu'il fallait la déployer dans cette fameuse certification d'établissement de santé. Après, ça a été couplé, ils ont fait un hybride entre la FMC précédente et le PP, qui était également obligatoire. En 2016, le DPC est également obligatoire. Bon, bref, vous voyez que c'est un empilage d'obligations administratives jusqu'à ce que, prenant en compte cette demande explicite, encore une fois, des patients et des institutionnels, le sujet du maintien des compétences soit clairement abordé. Et un rapport a été demandé au professeur Uzan, qui a débouché sur cette obligation de certification périodique et professionnelle qui s'impose à tous les professionnels de santé français, pas que les médecins, donc les 1 200 000 des 7 métiers à ordre, excusez du peu. Et donc, maintenant, dans nos collègues américains et leur nouveau modèle. Voilà, je ne rentrerai pas dans le détail, mais plutôt qu'un système sanctionnant
en jargon pédagogique, sommatif avec échec, succès, ce qui a été choisi comme modèle, et en fait, qui était déjà ce qu'avait proposé la HES en 2005, c'est une évaluation dite formative, c'est-à-dire pour essayer de limiter la variabilité des pratiques et de tirer vers le haut. Voilà, donc cette certification, cette recertification à la française, puisque j'ai vu je ne sais plus quel intervenant se demander quand est-ce qu'il faudrait parler de ce sujet, ben, ça existe déjà. Alors ça existe, c'est une obligation légale qui comporte 4 blocs, du cognitif, de la formation, premier bloc, de l'amélioration des pratiques, qualité des pratiques, sécurité dans le deuxième, et deux blocs assez novateurs et intéressants, je dirais, l'amélioration de la relation avec les patients, qui est un élément certainement qui va être de plus en plus incontournable, autant que les patients peuvent avoir des choses à dire, et aussi un sujet concernant la santé, la santé personnelle des médecins et des professionnels de santé, parce qu'on sait qu'indubitablement, la santé joue sur la pratique. Voilà. Alors, on y a mis, bien sûr, ça sera sur un temps long, 6 ans pour ceux qui ne sont pas installés encore, 9 ans pour ceux déjà installés. Tout le monde a son mot à dire. Voilà, ça valorise l'existant. Bon, on va en reparler si vous voulez plus tard. Voilà. Deuxième citation de Montesquieu, parce que ça, c'est l'agenda politique. Il y a eu l'ordonnance, les décrets sont publiés en partie ou en cours de publication, mais comment faire en sorte, vous avez vu les différentes obligations qui s'imposaient depuis une vingtaine d'années, FMC, EPP, DPC, etc., ben, pour que ça rende... Et donc là, je me suis amusé à ressortir notre maître un peu, Montesquieu, donc deuxième citation de présentation, oui, dans l'esprit des lois, il disait que pour réformer les choses, soit on faisait par les lois, et c'était souvent un peu brutal, on a vu quelques expériences récentes, soit c'était, alors lui, ce qu'il appelle les mœurs et les manières, nous on appelle ça plutôt les pratiques et les valeurs, mais enfin bref, ce qu'il disait, c'est que le mieux pour changer des manières et des pratiques, ben, c'était de le faire en donnant des exemples. Donc, parallèlement à cette référence de la littérature française, même du fondement politique français, il y a, alors j'ai perdu, voilà, il y a la littérature scientifique qui dit que pour qu'un programme marche et une chance de marcher, et il faut quand même, on a la responsabilité de répondre à cette demande, encore une fois, des patients et des gestionnaires de notre système de santé, et bien, il faut que ça soit un programme qui est basé sur une autorégulation professionnelle. Et tout ce que vous avez dit, par exemple, le programme EpiCard, qui est tout à fait remarquable, mais on peut faire le parallèle avec Epitor, c'est nourri par une autorégulation professionnelle. Bon, l'idéal, ils disent, c'est que, parce que les patients disent, oui, mais bon, ils font ça entre eux, c'est qu'il y ait quand même une autorité responsable extérieure. Il semblerait que le modèle français épouse ces recommandations, puisque les conseils nationaux professionnels sont à la manœuvre des référentiels avec la FSM, qui a un encadrement avec un conseil national de certification, qui est l'ordre des médecins qui, in fine, valide, que le ministère surveille ça, que l'HS apporte son aide méthodologique. Voilà. Donc, je terminerai en rappelant ce que Mme May vous a dit l'autre jour, donc dans cet angle, puisque M. Baquet disait qu'il n'y avait pas encore d'accréditation. Ben si, il y a une accréditation qui existe, qui est dans les textes de loi et qui répond à ces objectifs. Alors, la FSM et les CNP feront tous les référentiels qu'ils voudront, mais les médecins qui sont dans l'accréditation, ça serait bien qu'ils valident leur maintien des compétences par la même, puisque ça répond à tous les critères. C'est à la fois un programme qui est proposé par des pairs, qui a un encadrement extérieur par l'HAS, que c'est un programme certes générique, donc composé par les gens de la discipline, mais que les gens s'approprient dans leur établissement avec leurs contraintes et caractéristiques propres, que c'est quelque chose de continu et qu'on ne fait pas juste à la veille de s'être certifié, que c'est surtout intégré à la pratique, c'est-à-dire qu'il s'agit de travailler de manière un petit peu plus protocolisée, concertée, évaluée qu'auparavant. Et dans les CHU, quand même, c'est souvent un mode de travail. Voilà. Et que ce modèle, accessoirement, répond à toutes les fameux 4 blocs. Donc, en une diapositive, je remontre qu'il y a 5 parties. À gauche, c'était le modèle initial qui avait servi à l'accréditation initiale, mais maintenant, ça a totalement fait sa mue. Et on voit, par exemple,
dans la boule verte en haut, accréditation du travail en équipe, en fait, c'est le CRM qui occupe une grande partie du programme d'Air France que nous a présenté notre ami pilote de Mirage 2000. Voilà, et après, on introduit bien sûr les 2 nouveaux piliers qui sont santé professionnelle, relation avec le patient, et qui sont importants. Alors, donc, je rentre dans ces détails, puis ça est présenté par mais simplement pour dire que ce faisant, on remplit toutes les certifications et donc on inverse quelque part la machine infernale, c'est-à-dire que les médecins qui sont dans ce programme d'accréditation, donc qui sont accrédités, c'est-à-dire qu'on leur donne du crédit, et ça leur valide toutes leurs obligations administratives de certification, de DPC, de la certification de leur établissement. Donc, c'est quand même… voilà. Et un petit peu mieux, c'est que non seulement les médecins qui sont dans le programme peuvent maintenir leurs compétences à titre individuel, c'est-à-dire qu'ils vont à des congrès, ils peuvent faire un travail de recherche, ils peuvent faire des publications, en fait, tout ce qui maintient les compétences, mais également au travers de l'équipe, c'est-à-dire que je suis gastroentérologue, comme on vous l'a dit, mais je ne fais plus de cancérologie digestive. Pour autant, je vois quand même des cancers, des choses comme ça, mais je confie les patients qui ont un cancer aux gens de mon équipe qui font le test de cancérologie. Donc, autrement dit, je maintiens mes compétences au travers de l'équipe. Voilà. Donc, dernière diapositive. Donc, c'est le Graal à obtenir au-delà de cette incantation réglementaire, encore une fois légitime, à laquelle il faut donner une réponse. Et c'est l'importance d'avoir une assemblée comme l'Académie de chirurgie, entre autres, de se poser ces questions. Il faut arriver à trouver, à inciter les gens, les collèges professionnels, les sociétés savantes, à proposer des programmes acceptables par les collègues et qui garantissent ce maintien des compétences. Voilà. Alors, pourquoi je dis Graal? Parce que j'ai introduit ma dernière citation. C'est Indiana Jones qui disait dans la dernière croisade, en fait, c'est plutôt le chevalier, le templier qui lui disait, quand il devait choisir le Graal, il disait, tu dois choisir, mais attention, choisis avec sagesse, parce que le vrai Graal t'amènera à la vie, et le faux Graal, voilà. Donc, autrement dit, à nous de choisir le fameux programme faisable, acceptable, valide et efficace pour répondre à cette demande de tous, mais y compris des professionnels. Voilà. Et la toute dernière diapositive pour remercier, c'est également bien connu que Bernard de Chartres a dit qu'on avance sur les épaules des géants, et donc je remonte les 3 professionnels, les trois auteurs que j'ai cités au cours de cette présentation. Merci pour cette belle présentation et ces références littéraires. Alors, il nous reste 5 minutes, mais on est parfaitement à l'heure pour discuter et commenter cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Didier Leget se lève au fond de la salle. Didier, tu as la parole. Alors, je sais qu'il y a un avis précis sur les accréditations. La certification. Un grand merci pour ce topo et je suis très heureux de la conclusion, c'est-à-dire une recertification par des professionnels pour des professionnels dans l'intérêt de tous. Alors, premièrement, j'aimerais apporter quelques réflexions. Sur les chiffres que vous avez donnés sur la mortalité suite à des erreurs médicales aux États-Unis, clairement, quand on reprend les bases de sinistres, d'accidents et de procédures médico-légales en France, on en est très, très loin. Et lorsque la HAS est venue ici nous rencontrer la dernière fois, il nous a dit, on a eu l'an dernier, sur 4 millions d'actes de chirurgie en France qui sont réalisés, 25 événements indésirables très graves. On est très, très loin des chiffres. Aujourd'hui, on aurait 1 mort sur 3 aux États-Unis qui serait lié à des accidents médicaux. Bon, d'abord, pour se dire qu'en chirurgie française, en tout cas, on est très loin des chiffres américains. La deuxième chose, c'est que la recertification, c'est peut-être une bonne chose, mais attention, comme vous l'avez dit, de ne pas en faire un outil supplémentaire de souffrance et d'asservissement des chirurgiens aujourd'hui. Aujourd'hui, pour un certain nombre d'entre eux, ils ont des conditions de travail définies par décret, le code de santé publique et le code de déontologie qu'ils ne peuvent pas appliquer par manque d'IBOD, par manque de personnel, par une incapacité d'organisation de permanence de soins ou de continuer les soins dans l'établissement qui sont en situation difficile. C'est vrai en établissement public, c'est vrai en établissement privé. Et d'ores et déjà, nos confrères sont en souffrance de ne pas d'être dans un environnement professionnel qui soit aujourd'hui bienveillant avec les moyens humains et matériels nécessaires à faire de la belle chirurgie. Donc, on l'avait dit avec Serge Juzan à l'époque, la recertification, pourquoi pas, pour dire au peuple français que leurs chirurgiens sont bons et continuent à être bons. Mais on a vu apparaître la relation avec les patients et on dit c'est une bonne chose qu'on forme les chirurgiens à la relation patient parce qu'apparemment ils sont nuls.
Deuxièmement, les obliger à se soigner, à se faire encadrer au niveau santé, pourquoi pas, et c'est pas clair. La recertification, donc aujourd'hui voulue, est plus large que ce qu'elle avait été au départ et évoquée par la loi. Et deuxièmement, aujourd'hui, on ne sait pas du tout ce qui va se passer avec le DPC, qui est aussi obligatoire. Sera-t-il intégré à la recertification? Et l'accréditation, et les organismes agréés comme Eurorisk ou auxquels je participe font beaucoup de travail sur l'accréditation. Et comme vous le dites, on n'est pas certain que l'accréditation vaudra avec le DPC recertification. Donc, merci de veiller avec la HAS à ce qu'on ne crée pas des machines qui risquent de faire souffrir des chirurgiens déjà aujourd'hui, qui sont dans un ensemble de procédures qui leur font du mal. Et enfin, dernière remarque d'assurance. Quand on prend des portefeuilles d'assurance et qu'on prend tous les sinistres, il apparaît que 0,02% de nos assurés sont responsables de 20 à 25% du volume total des sinistres. Je ne suis pas certain que la recertification nous permettra de coincer les quelques praticiens déviants aujourd'hui qui ont un poids sur la sinistralité des chirurgiens. Et j'avais demandé à Serge Uzan qu'on crée une procédure nationale entre CNP et l'ordre national pour que les assureurs, les juridictions, le Conseil de l'ordre puissent saisir une commission nationale pour apporter l'ensemble des dossiers de mise en cause d'un assuré pour faire en sorte qu'on puisse arrêter les quelques praticiens déviants qui aujourd'hui ont un poids sur la sinistralité de nos professions très important. Merci beaucoup. Merci Didier. Alors, est-ce qu'il y a… Je ne sais pas si je peux répondre. Oui, bien sûr. Mais alors donc, malheureusement, je connais bien les chiffres dont vous avez parlé, Laetitia, mais c'est moi qui ai publié le travail. Les 24 événements sont manifestement la victime d'une sous-déclaration totale et concernent que des choses extrêmement graves, c'est-à-dire des erreurs de côté. Et ça, il n'y en a pas beaucoup, mais des événements graves chirurgicaux, malheureusement, il y en a beaucoup plus. Et dans le rapport INEIS, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Peut-être qu'on n'est peut-être pas au niveau des Américains, mais il y en a vraiment beaucoup en France. Et il ne faut pas retenir ce chiffre de 24 événements sur 4 millions d'interventions chirurgicales, parce qu'évidemment, ce n'est pas le chiffre. Voilà. Ensuite, le deuxième point, bien évidemment, vous avez raison, il ne s'agit pas de rajouter une couche. Je suis également gastro-entérologue et frappé de plein fouet par la crise des infirmières et tout ça. Donc, voilà. C'est pour ça que de donner, que ça soit une autorégulation entre pairs, ça tient compte justement de cette difficulté, de cette souffrance. Il ne s'agit pas de travailler plus, il s'agit de travailler un peu différemment. Voilà, donc cet obstacle, ce n'est pas à rajouter, puisque c'est les chirurgiens qui disent à leur père, ça nous semble plutôt pas mal de faire comme ça. Voilà. Et le troisième point, effectivement, le DPC fait partie à la fois de l'accréditation, c'est un des éléments de l'accréditation, le DPC sera également un des éléments de la certification, mais ce qu'on dit simplement, c'est qu'à l'heure actuelle, avec le nouveau programme d'accréditation, on coche toutes les cases de la certification. Donc, ce faisant, je ne vois pas pourquoi un jour ou l'autre, ça ne devrait pas permettre d'une manière ou d'une autre d'obtenir cette obligation, puisque les rapports, notamment l'IGAS sur leur certification, disent qu'il faut absolument valoriser l'existant. On a 1 200 000 professionnels à recertifier, donc il faut vraiment profiter de ce qui marche. Alors, ça prendrait quelle forme ou quelle périodicité ou comment vois-tu les choses? Ou simplement, on signale telle ou telle activité, d'accréditation individuelle ou d'équipe. Quelle forme ça va prendre? De toute façon, ça a commencé depuis le 1er janvier, hein, ce n'est pas au futur, hein, c'est malheureusement au présent. Alors bon, on a 9 ans, nous qui sommes installés, et les jeunes, ça sera 6 ans, donc on a un temps long. Mais bien évidemment, il ne s'agit pas d'attendre. Il s'agit que les CNP, les conseils nationaux professionnels et la FSM proposent leur référentiel et que… Ils sont tous en train d'être publiés à l'heure actuelle, d'être collectés. Donc, ça va démarrer. Et je dis simplement que parmi ces référentiels, le programme d'accréditation peut être une option à la fois mature et déjà opérationnelle pour garantir le maintien des compétences. Voilà, mais c'est sûr qu'il faut que, là, je pense que cette obligation va aller jusqu'au bout. Autant les autres, elles n'y ont pas forcément été, autant celle-là. Donc, ne laissons pas forcément d'autres s'en occuper. Je pense que c'est nous, médecins et chirurgiens, qui sommes les mieux placés pour savoir comment maintenir les compétences émotionnelles. Très bien. Je pense que c'est quand même un cercle vertueux qui ne doit pas être plombé par les
les modalités administratives, comme l'évoquait Didier Leget, mais c'est vrai que la culture de l'accréditation, la culture du risque d'abord, et puis de l'accréditation et de l'acquisition en permanence des compétences et du progrès technique, c'est une chose auquel tous les professionnels de la chirurgie, en particulier les jeunes qui se lancent dans la carrière, doivent être accoutumés au plus tôt. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Juste un tout petit mot, Pascal, pour faire écho à ce que tu viens de dire. Par exemple, pour les chirurgiens thoraciques, l'accréditation thoracique et l'accréditation cardiovasculaire, ben, ils utilisent leur registre. Donc, autrement dit, ce sont les chirurgiens thoraciques cardiovasculaires qui ont dit, pour nous, ça semble une autre manière. Et donc, ils utilisent ça. Donc, c'est simplement, on n'en rajoute pas. C'est les chirurgiens thoraciques cardiovasculaires qui décident, comme Eurorisque qui décide pour les urologues. Merci Philippe. Donc, pour terminer, une synthèse rapide, en tout cas les grandes lignes qu'on pourrait évoquer pour le séminaire envisagé par l'Académie, en particulier avec Philippe Marr, c'est qu'on a vu tout l'intérêt d'une ouverture vers la chirurgie, ou d'une ouverture à la chirurgie au début du deuxième cycle. Il y a l'expérience du professeur Herrero qui nous a été rappelée par Patrick Baquet. Dans un deuxième temps, l'évaluation, c'est son expérience personnelle de l'évaluation lors de la phase SOC, c'est-à-dire de la première année du troisième cycle, qui ne peut avoir que des vertus, en particulier sur la révision de l'anatomie et de tester un petit peu le comportement des candidats à la chirurgie. Et le troisième point, celui qui vient d'être discuté avec Philippe Cabarro, tout l'intérêt du cycle vertueux, là aussi, de l'accréditation des médecins et des équipes et du DPC, du maintien des compétences. Et je pense que là, on l'a peu évoqué. Parfois, au cours de cet après-midi, on a parlé plusieurs fois des acteurs privés. Je pense qu'il faudrait qu'on ait aussi une réflexion au cours de ce séminaire sur la place très positive qu'ont les acteurs privés, que ce soit pour le développement de techniques opératoires et en particulier, nous dépendons des industriels qui eux-mêmes dépendent de nous. Je ne vois pas pourquoi on s'ignorerait parce que tout le monde va dans la même direction. Également, les acteurs assurantiels qui sont concernés par le risque chirurgical, par la réduction du risque chirurgical. Donc là aussi, ça fait partie d'un cercle vertueux de la qualité de la chirurgie et de ses résultats qui est vraiment la préoccupation, une des préoccupations principales de notre académie. Merci pour votre attention et je vous souhaite une bonne soirée.